Bonjour Maître Mailly, Bonjour. merci de nous recevoir et de répondre aux attentes de notre public. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire qui vous êtes? Oui, alors tout l'honneur est pour moi, quand même. Alors je me présente, je suis Zora Mailly, je suis avocat au barreau de Paris. Avant de venir en France, j'étais d'abord magistrat à Alger, puis ensuite avocat. Et à la suite de ce que vous savez, c'est-à-dire la période noire, ce qu'on appelle la période noire en Algérie, c'est-à-dire la guerre civile due au terrorisme, j'ai dû venir en France. Je suis venue en France un petit peu, je vais dire, à la suite de mon patron, auquel je tiens à rendre hommage, maître René Desbourdeaux, qui était avocat au barreau d'Alger depuis déjà 70 ans. Et donc, lui est venu dans les années 90 parce qu'il ne pouvait plus rester en Algérie à cause justement du terrorisme. Et moi, je l'ai rejoint lorsqu'il y a eu un attentat absolument dévastateur au commissariat central d'Alger. Et notre cabinet se situant en face de ce commissariat central, nous avons été impactés. Donc voilà les raisons pour lesquelles je suis venue en France. Et puis, je dois dire que j'ai pensé aussi à la facilité parce que je pouvais partir au Canada. Mais en France, c'est parce qu'il y avait des liens culturels, en tout cas, qui me relient à ce pays. Et ma profession étant celle de la parole, je m'exprimais évidemment mieux en français qu'en toute autre langue. Et donc, c'est la France qui était donc ma destination, on va dire, naturelle. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un petit peu de l'actualité. Oui. L'actualité récente qui concerne l'Algérie, c'est une déclaration d'un candidat à la présidence de la République, M. Macron, qui a comparé la colonisation française en Algérie, qui a dit que c'était un crime contre l'humanité. Alors, est-ce que nous pouvons avoir votre avis sur Oui, oui, cette tout à fait. interprétation? Tout à fait. Écoutez, moi, le problème de savoir si la colonisation française et la guerre qui s'en est suivie, qui était quand même assez dure pendant 7 ans et demi, euh, mon problème, c'est pas de dire si c'était un crime contre l'humanité ou pas. Parce que pour vous dire la vérité, en Algérie, nous avions tourné la page. Donc, le problème pour nous, Algériens, ce n'était plus de mettre des mots sur cette colonisation. Nous l'avons vécu durement. Pendant la guerre d'Algérie, j'étais adolescente, puisque à l'indépendance, j'avais 17 ans et demi. Donc, indéniablement, c'était dur. Mais mettre des mots, dire, accuser, dire ceci, cela, ça a été un crime contre l'humanité, ça a été un crime de guerre ou n'importe quelle autre appellation, ce n'était plus notre problème. Le problème, c'était de construire l'Algérie, d'ériger un pays et d'avoir un gouvernement digne de ce nom, etc. C'était ça le problème. Donc, que régulièrement, des candidats ou même des présidents vont en Algérie faire un petit tour, euh, lancer des mots comme ça à la cantonade, c'était très franchement, je crois que tous ces gens-là disent des choses que personne ne songe à leur demander. Alors dans quel but? Bon, ça c'est aux Français à décider. C'est leur problème. Nous, ça n'est pas intéressant de savoir ce que M. Macron pense de la guerre d'Algérie parce que au fond, on sait très bien qu'il s'en fiche complètement. C'est pas son problème. À la fin, il y a eu la paix. À la fin, il y a eu la paix entre l'Algérie et la France. Donc, ça, on devrait être, si vous voulez, comme des parents qui se sont livrés, qui se sont livrés à une bataille et puis qu'après, qui se retrouvent autour d'une table. Bon, ben, on a tout mis à plat. Il y a eu des accords déviants. On s'est entendu sur telle et telle chose. On s'est entendu sur une amnistie générale. On s'arrête là. Mais moi, je ne dis pas que les Algériens sont obligés à tout bout de champ de sortir la responsabilité de la France. Mais encore une fois, ce ne sont pas les Algériens. Ce sont des Français qui vont en Algérie dire ça. Moi, je ne me souviens pas qu'il y ait eu
un ministre algérien ou un ministre français ou un président algérien qui soit venu en France dire oui, vous nous avez fait ceci et cela, nous demandons votre condamnation. Personne n'est allé à la Cour pénale internationale déposer une plainte contre la France. Mais ce sont des Français qui viennent nous dire oui, vous avez été victime de crimes de guerre, etc. Et puis il y a d'autres Français qui sont en France qui nous disent non, 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 ce que l'on vous dit, c'est faux. Alors il faudrait qu'ils s'entendent entre eux. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, plus pratique et plus intéressant, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation politique en Algérie actuellement? Bon, alors, vous êtes très certainement au courant qu'il y a, moi j'appelle ça l'immobilisme total. C'est un immobilisme sur tous les plans. J'ai écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle L'aube était radieuse, et à la fin, c'est exactement ce que je dis en conclusion, où je dis que tout le pays est en état d'attente, on attend. On est dans une salle d'attente et on attend. Et ça fait un bon moment qu'on attend. Alors on a attendu que la politique qui était exercée en Algérie ait un sens, et qu'on sorte du secret, parce qu'il y avait ce bout du secret qui faisait que tout se passait au sommet de l'État et le peuple n'était au courant de rien. Bon, maintenant on passe à une autre façon d'attendre. C'est d'attendre le président, va-t-il mourir ou pas, et quand est-ce que cet événement arrivera. Alors donc, moi, pour tout vous dire, moi je n'attends plus rien. Bon, il mourra quand il voudra, ou quand il pourra, et puis on verra bien. Maintenant, tout à l'heure, je crois que quand un petit peu en dehors, on a parlé un peu, et il me semblait que vous aviez un peu peur d'une espèce de vague qui submergerait la France. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, regardez, dans une situation aussi terrible que les années de terrorisme, et les années de guerre civile, il n'y a pas eu ce déferlement que les Français redoutaient. Les Algériens ne sont pas venus en masse. Il y a eu quelques-uns qui sont venus. Moi-même, lorsque j'ai prêté serment comme avocat, on était une centaine à peine. On était à peine une centaine. Et encore, nous n'étions que des francophones. Nous n'étions que des francophones. Les arabophones, par exemple, sont allés en Tunisie, sont allés un peu plus loin en Égypte et un peu en Syrie, certains en Irak. Mais le problème de la langue est un problème très, je veux dire, difficile à dépasser. Parce que, je parle pour les avocats, hein, maintenant pour les autres corps de métier, j'en sais rien. Quoique les médecins ont été utiles pour la France, parce que la plupart sont dans les hôpitaux, la plupart, je crois qu'ils donnent satisfaction. Mais en tout cas, pour les avocats dont le métier, c'est quand même la parole, il faut aussi qu'on puisse parler. Donc, il fallait que ce soit en français. Donc, je vous dis, on était à peine une centaine. Vraiment. Donc, moi, je pense qu'il ne s'agit pas de faire peur aux Français et de dire qu'il y aura le grand déferlement. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il y aurait le déferlement. Puisque, à ce moment-là, déjà, ils avaient peur pour leur vie et ils n'ont pas déferlé. Alors maintenant que M. Bouteflika meurt, ils ne vont pas avoir peur pour leur vie. Ils vont rester chez eux. Ben non. Il y aura des gens qui vont prendre le pouvoir. C'est déjà fait, d'ailleurs. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà tout préparé. La relève, elle doit certainement être quelque part. Bon, on n'est pas au courant parce que je vous dis, c'est un régime toujours avec cette histoire de secret. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui se dit en dehors des sphères du pouvoir. Donc, moi, je pense qu'ils ont préparé les choses de façon à ce qu'il y ait une espèce de révolution du palais et que quelqu'un remplace quelqu'un d'autre. Puis voilà. Et les Algériens, bon, ils continueront comme ils font d'habitude. Ils penseront à manger, à dormir, et puis voilà. Donc vous ne croyez pas à un printemps algérien comme on a eu Mais le printemps algérien a eu lieu. avant les autres? Et il l'a eu avant. Et je vais vous dire la date, c'est le 5 octobre 1988. C'est ça, le printemps arabe. Le printemps arabe pour l'Algérie. Il a eu lieu à ce moment-là. Et ce sont des jeunes
qui se sont révoltés. Ce sont des jeunes qui sont morts, d'ailleurs, et qui ont demandé, et c'est à la suite de ça, d'ailleurs, qu'il y a eu la liberté de la presse. C'est à ce moment-là que le président Chedli a dit, bon, eh ben, ils veulent la démocratie, il faut qu'on la leur donne. Et il a commencé par la liberté de la presse. Et ça a été réel. Hein. Moi, je l'ai vécu là-bas, j'étais avocat. J'ai évidemment participé au procès où il y avait des jeunes qui comparaissaient devant les tribunaux correctionnels pour les troubles. Donc j'étais aux premières loges. Et j'ai vu aussi toutes les manifestations, tous les meetings que tenait le président Chedli, par lesquels il a dit, bon ben c'est terminé, la parole confisquée, c'est fini. Il faut que maintenant la presse puisse s'exprimer, que les gens puissent s'exprimer. Et voilà. Et donc, cette révolution, moi je dirais plutôt une révolte du 5 octobre 88, a été extrêmement bénéfique et c'est elle qui est, je pense, le premier événement qui a déclenché les printemps arabes. Évidemment, c'est avec le recul qu'on dit maintenant ça, mais sur le moment on ne comprenait pas. Alors, évidemment, le danger, c'est que tout de suite après cette révolte du 5 octobre 88, il y a eu une récupération par les islamistes. Et ceux-là, on ne les attendait pas. Et on ne les a pas vus venir, en fait. Les islamistes venaient à la fin de la guerre, ou au milieu de la guerre, donc en Afghanistan, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Algériens qui sont partis. Et une fois que l'Union soviétique s'est effondrée, une fois que l'Union soviétique s'est retirée de l'Afghanistan, tous ces gens-là ont reflué et sont revenus chez nous. Avec évidemment les idées de Ben Laden, les idées des Saoudiens, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière Ben Laden, il y avait les Saoudiens, qui étaient les alliés des Américains dans cette affaire contre l'Union soviétique. Et donc, on a eu tous ces gens qui avaient dans la tête les théories de Ibn Abd al-Wahhab, qui est donc le père du wahhabisme. Et donc, on a voulu nous fourguer ce modèle. Ça a marché quelque temps, au début. Ça a marché pourquoi? Parce que les gens s'imaginaient que ces gens qui revenaient d'Afghanistan étaient tous des purs. C'était tous des gens qui avaient tous un air séraphique. C'était tous des gens qui ne voulaient que le bien. Et ils se sont mis effectivement à prêcher contre la corruption du régime algérien et à dire, vous verrez, nous quand on sera au pouvoir, tout se passera bien, le pauvre sera nourri, le riche pourra aussi continuer à faire des affaires, parce que, attention, hein, ce sont des gens qui sont pour le profit. Hein. Et on y a adhéré, hein. Moi je peux vous dire, lorsqu'on m'a dit que les généraux allaient être fichus à la porte et que ça suffisait cette façon de se distribuer la rente du pétrole, etc., tout le monde a applaudi. On a cru que c'était ça. Mais au moment où ils ont gagné les élections législatives, les choses ont commencé à être beaucoup plus claires et c'était beaucoup plus sérieux. C'était, ah oui, mais maintenant, vous ne pouvez pas manger telle chose, il va falloir vous habiller de telle manière, il faudra, lorsque vous rentrez dans une pièce, mettre le pied droit avant le pied gauche. Et puis alors là, on a découvert toutes ces choses qui nous étaient, nous, complètement étrangères. Ça n'avait plus rien à voir avec l'islam qu'on pratiquait. C'était surréaliste. Voilà. Et donc, il y a eu la guerre, d'abord contre ces islamistes, contre l'armée, parce que l'armée représentait les généraux qui ne voulaient pas laisser leur place. Ça, c'était entre eux. Et puis après, les islamistes ont voulu que le peuple se démarque et qu'il les rejoigne. Le peuple a réfléchi, parce qu'entre-temps, on s'est mis à le tuer, de tous les côtés. Et donc, voilà, et avec le refus du peuple, il n'est pas possible de faire quoi que ce soit. Lorsque le peuple ne veut pas, eh bien ça ne se fait pas. Et un retour de cette période n'est pas envisageable. Non, absolument pas.
Ça, écoutez, ils ont essayé. Alors maintenant, actuellement, il y a une tentative de vouloir revenir apporter encore l'islamisme de Daesh en Algérie. Ça ne marche absolument pas. Et ça, ça s'arrête aux frontières. Ça ne pénètre même pas. Ça ne pénètre même pas. Non, c'est absolument pas envisageable. Parce que maintenant, on a compris d'où ça venait. On a compris que c'était les Saoudiens, que c'était les Américains, que tous ces gens-là s'étaient réunis, qu'ils avaient tracé un plan. Les Américains étaient là pour la mainmise sur le monde, les Saoudiens sont là pour la mainmise sur le monde musulman, et ça, on n'en veut pas. Personne n'en veut. Et le retour de... Il en existe un certain nombre de ces C'est djihadiste. Alors il n'en reste plus. Non, mais je veux parler de la population française qui possède la double nationalité. Non, absolument pas. Non. Il n'y en a déjà pas parmi les Algériens, pur et dur. Donc, à plus forte raison, chez les Franco-Algériens. Non. Ça, je vous le garantis, il n'y a absolument pas de gens qui ont ces idées parmi les... Alors, maintenant, il y a toujours des électrons libres. Il y a toujours des gens qui sont en train de chercher fortune ou de chercher une façon de se sortir d'affaires et qui peuvent être récupérés par les services secrets de tel ou tel pays et qui les utilisent. Mais quelque chose de concerté par un groupe ou par même un parti ou quoi que ce soit, ça n'existe pas. Fondamentalement, les Algériens actuellement en Algérie sont absolument contre le djihadisme, le wahhabisme, enfin toutes ces choses en isme dont plus personne ne veut. Non, on veut être tranquille, voilà, vivre une vie avec un islam modéré comme on l'a toujours. J'aime pas d'ailleurs ce mot de modéré. C'est un islam, c'est tout. Voilà. Il n'a été ni modéré, il a été dénaturé en Arabie Saoudite, mais cette dénaturation, d'ailleurs, elle a depuis des siècles. Le wahhabisme, n'oubliez pas qu'il a été inventé au XVIIIe siècle par Abdel Wahhab, lequel était manipulé par un Anglais. Parce que c'est un Anglais qui a inventé le wahhabisme. Il a dénaturé complètement le Coran, il l'a mis dans la tête de ce Abdel Wahhab complètement taré, qui en a fait une théorie, puis après une secte, mais en dehors de l'Arabie Saoudite, et de quelques Émirats satellites de l'Arabie Saoudite, il n'a pas proliféré. Le Maghreb n'a jamais été touché par... même le reste de l'Empire ottoman n'a pas été touché par cette secte. Parce que c'est une secte. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut vous demander comment vous voyez les rapports futurs de la France et de l'Algérie, puisque ce sont deux pays qui sont intimement liés, malgré tout. Alors, ce que vous me demandez, c'est des souhaits, parce que je ne suis pas Madame Soleil. Mais mon souhait, c'est évidemment que les choses s'arrangent et qu'on arrête. Bon. Mais encore une fois, je vous dis, les Algériens ne demandent rien à la France. Rien. On ne demande rien à la France. Ce qu'on demande aux Français, c'est juste d'être indifférent à l'égard des Algériens. C'est tout ce qu'on leur demande. Voilà, et puis si possible, j'ai énormément d'amis évidemment français, puisque je vis en France. Donc nécessairement je les côtoie, nécessairement il y a des liens d'amitié qui se créent, et donc on se comprend au quart de tour. Il y a juste, je vous dis, ces événements qui ponctuent notre vie. De temps en temps, on nous rappelle qu'il y a eu une guerre, et puis on met le couteau dans la plaie et on le remue. Bon alors arrêtons de remuer le couteau dans la plaie, c'est tout. Voilà. Merci, maître.